Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci, ça fait plaisir de vous voir. De voir vos visages démasqués. Salut Rokhaya. Salut Grace. Salut tout le monde. Ouais, bienvenue dans cet espace pour parler de Kiffe ta race ensemble, pour une fois depuis longtemps en tout cas, en public. On est vraiment contente d'avoir pu vous réunir. Ça fait déjà 88 épisodes de Kiffe ta race qui sont disponibles. Je pense qu'on est très contente du chemin qu'on a parcouru. Il y a eu le livre qui est sorti le 13 janvier. Ouais. 13 janvier. Et c'était l'occasion de se réunir tous ensemble, toutes et tous ensemble pour célébrer ces étapes. Et voilà, donc on est vraiment super contente et émue aussi de vous retrouver, de voir à la fois des visages familiers, des personnes qui nous écoutent qu'on n'avait jamais rencontrées auparavant. Et effectivement, de célébrer ces 88 épisodes et 4 saisons, c'est juste énorme. Quand on a commencé à enclencher la machine Kiffe ta race, on n'imaginait pas qu'on plongerait aussi profondément dans les questions raciales. Donc c'est vraiment un bonheur d'avoir pu à la fois faire ces épisodes, dont certains des invités et certaines des invitées surtout sont présentes ce soir. On les remercie d'être avec nous et d'avoir eu confiance en nous dès le départ. Et puis ce livre qui est arrivé en janvier, qui peut-être donne davantage de place à nos voix, à Grace et à moi, que le podcast en a l'occasion, puisque dans le podcast, on essaye davantage de mettre en lumière des expériences ou des expertises qui sont celles d'autres personnes, qui sont celles de nos invités. Donc on est heureuse de partager ça avec vous ce soir. On ne sait même pas quoi dire, tellement on est juste contente d'être là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. On vient de croiser Myriam Levin, qui est l'une de nos invitées dans le podcast et qui nous a présenté Rokhaya et moi en 2015. Donc on dit un grand merci à Myriam de nous avoir mises l'une sur le chemin de l'autre. Ouais. C'était pour les Yabon Awards à l'époque que tu organisais avec l'équipe des Indivisibles, la dernière. Ouais, c'est ça. Elle t'a interviewée. Oui. Et elle m'a parlé d'une interview qu'elle avait faite et j'ai fait ce serait super de l'avoir dans le jury. Et donc c'est comme ça qu'elle nous a mis en contact. Donc, j'ai encore le mail de Rokhaya Diallo où elle me vous voit. Dit c'est très merci beaucoup de votre réponse. La cérémonie aura lieu en juin. Non, c'était super quoi. C'était une super rencontre et ce que nous disait tout à l'heure Myriam, c'est qu'elle imaginait pas que ça allait donner ça. Ouais. Mais c'est super Donc on la remercie d'avoir à la fois participé au podcast et d'avoir vraiment créé cette rencontre qui est une rencontre amicale, mais aussi une rencontre politique, d'autrice aussi et qui nous a donné aussi l'occasion de partager énormément de choses avec vous. Donc c'est vraiment super. Mais même nous, on s'imaginait pas quand on a commencé, on a fait un pilote en 2018 qui était sous une forme audiovisuelle parce qu'on pensait que ça allait être une émission de télé en fait, et avec Fatima Aïdbounoua et Samira Ibrahim qu'on embrasse. Ensuite, je me rappelle qu'on enregistrait au début dans un tout petit studio dans le 11e où Binge, ils avaient un espace et je me souviens des premiers épisodes où je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Il y a Rokhaya et puis il y a des gens qui ont créé des livres très très intelligents. Et moi, je finis jamais mes phrases, donc ça va être hyper compliqué. Elles sont très très longues, il y a des subordonnés et des... Mais tu retombes toujours sur tes pieds quand même. Ouais, puis les invités comprennent ce que je dis, donc ça c'est très très bien. Elles surmontent les obstacles. Et puis, je me souviens aussi que quand on a signé le podcast, il y avait aussi des doutes. C'est genre, est-ce que vous allez pas faire le tour de la question au bout de quelques épisodes? Et en fait, on s'est rendu compte que, jamais on fait le tour de cette question-là qui se renouvelle d'elle-même sans cesse. Alors non, je me rappelle très bien la phrase que nous a dite notre
notre collègue, enfin notre boss, il nous a dit, faudrait pas trop que ce soit redondant. C'est ça qu'il a dit. Ah, c'est vrai. Je lui dis, non, t'inquiète, ça va aller. C'est une chose qu'on en a sous le pied. Et voilà, 88 épisodes plus tard, on a encore une liste de 20 épisodes à venir qu'on n'a toujours pas mise en forme, quoi. Donc voilà, on est super contente. Vraiment, on est très très heureuse. Et ce soir, c'est l'occasion à la fois pour nous d'échanger avec vous, de vous voir aussi autour du livre. Il y aura une petite séance de signature tout à l'heure, aussi de vous faire découvrir d'autres personnes, des personnalités notamment qui ont émergé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et qui font exister ces questions qui nous sont chères, que ce soit autour de la littérature ou autour de la question de l'identité dans le contexte français, avec les contenus qu'elles produisent. Donc voilà, on sera très très heureuse de vous les présenter, de vous inviter à les suivre et à prendre connaissance de leur travail, parce que ce sont des contenus qui sont des contenus cousins des nôtres. Donc c'est un peu une famille qu'on essaie de composer autour de ces questions-là, surtout en ce moment où les tensions politiques sont assez fortes en France et les discours sont plutôt contraires à ceux qu'on essaye de promouvoir dans Kif Taras. Donc on est très très contente d'ouvrir cette scène à d'autres personnes qui portent les mêmes valeurs que nous et portent un discours qui est vraiment nécessaire en ce moment en France. C'est vrai que dans Kif Taras, l'une des choses qui nous tiennent le plus à cœur, c'est de faire circuler les paroles. Parfois, dans les épisodes, nous sommes des passeuses, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes et on digère ce qu'elles apportent et on les ressort à notre manière, parce que c'est des paroles qui nous affectent, qui changent. Moi, il y a énormément de livres que j'ai lus grâce à Kif Taras qui ont changé ma vie littéralement. Et le fait de voir circuler cette parole aussi là ce soir avec les invités que nous avons, qui viendront sur scène nous retrouver, et c'est toujours une vraie célébration de vous avoir ici dans cette salle. L'équipe qui est derrière cet événement, l'équipe de Binge Audio, de Binge Audio Audition, aussi l'équipe de Signoku du Bar à Bulles et de la machine du Moulin Rouge. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui font que cet événement existe et qui permet encore une fois que ça tourne en rond et que nous tournons en rond. Merci. Et on remercie particulièrement Naomi et Diane qui ont vraiment mis la main à la pâte pour que la soirée prenne forme et pour que vous soyez bien reçus. Donc vraiment merci à elles, parce que c'est vrai que c'est nous qui sommes sur scène aujourd'hui, mais c'est parce que justement il y a toutes ces personnes qui au quotidien travaillent pour que le podcast arrive jusqu'à vos oreilles, qu'on peut après se permettre de venir vous raconter l'histoire de Kif Taras. Donc vraiment je tiens à ce qu'on les remercie, qu'on les applaudisse particulièrement. Merci beaucoup. Et pour commencer à parler du podcast et du livre, on a voulu donner la parole à des personnes qui s'en sont fait l'écho, qu'on rencontre pour la première fois ce soir, mais qu'on suivait sur les réseaux. Je leur demande de venir nous rejoindre. On va vous les présenter. Venez. On les applaudit. Alors, peut-être que vous les connaissez si vous êtes sur Instagram. Ce sont les deux personnes qui sont à l'origine du compte origine.tv. C'est un compte Instagram qui... Ouais, bravo. C'est un compte Instagram qui questionne les identités, notamment à travers les relations filiales, parentales, et qui met en scène des binômes de parents et d'enfants qui racontent un peu les stigmates raciaux à travers des témoignages extrêmement intimistes. Donc, je vous présente Tuan. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de moi, il y a Shigeki, la cofondatrice d'Origine TV aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va vous laisser le micro. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire pour vous présenter, mais en tout cas, merci pour le travail que vous faites et vraiment merci de faire exister ces voix qu'on entend malheureusement de manière vraiment insuffisante. Merci. Merci. Merci pour l'invitation. On est un peu intimidés parce que vous êtes nombreux et on fait pas ça tous les jours. Et on est très touchés d'être là. Une des premières inspirations qu'on a eues, ça vient de Kif Taras forcément, d'avoir écouté ce podcast. Un des premiers posts qu'on a fait,
C'était un extrait de Kif Taras, donc forcément être là maintenant, ça vaut beaucoup. Donc juste pour réitérer, comme Rokhaya a précisé, on tient un média qui relate des histoires issues de l'immigration. Donc parfois on met des familles ensemble, parfois c'est des personnes seules, parfois des personnes issues de l'immigration, donc qui n'ont pas forcément vécu ce déplacement, mais qui sont nées en France et qui vivent en fait ces expériences au quotidien. Et voilà. Peut-être Chic, tu veux dire un petit truc avant qu'on commence ? Ouais, alors du coup, on a commencé ce projet parce que justement, comme vous devez tous et toutes le savoir, l'immigration est omniprésent dans les débats publics et politiques en France. Et malheureusement, enfin nous, en tant qu'enfants d'immigrés, on ne se sentait pas du tout représentés et on ne voyait pas l'expérience de nos parents. Donc l'idée, c'était de pouvoir changer aussi la narration autour de ce sujet, diversifier les voix qui s'élèvent en donnant la parole aux principales personnes concernées. Donc des personnes immigrées ou issues de l'immigration. Et aussi conserver ces histoires, parce que souvent c'est des histoires qu'on entend à table avec nos parents, nos tatas, nos tontons, et qui sont jamais conservées. Et en fait, on avait aussi cette crainte que ces histoires elles disparaissent avec eux, et on voudrait les garder près de nous le plus longtemps possible. Voilà. On va commencer l'animation. Donc pour ça, j'ai besoin... Ouais, Naomi, je vais faire tourner un petit bob. Dedans, il y a des petites citations du livre. Et puis vous allez nous les lire, comme ça nous fait interagir un peu. Et nous derrière, on va vous dire ce que ça nous évoque, soit en termes de ce qu'on a fait avec Origine, ou même personnellement de ce qu'on voit aujourd'hui sur le territoire français. Donc vas-y, tu peux faire tourner à qui veut lire. Qui veut lire tirer un papier. L'expérience de la vie sociale épargne rarement aux personnes minoritaires le rappel de leurs conditions. Ça, je m'en rappelle parce que c'était dans l'avant-propos, je crois. Et ça m'avait déjà mis une gifle dès le début du bouquin, tu sais. Ouais, ça parle beaucoup, je pense, à des expériences personnelles ou même ce qu'on a entendu. Ouais, complètement. Moi, quand j'ai lu ça, ça a vraiment posé les mots justes sur mon expérience en tant que femme noire. Que ce soit, en fait, dans ma vie sociale, dans ma vie aussi professionnelle, dans l'espace public, on me ramène souvent au fait que je suis noire, et ce passage m'a fait penser à une petite anecdote dans un de mes anciens jobs, pendant le Covid, donc j'avais fait que les entretiens en visio, donc j'avais pas jamais vraiment vu en vrai mon manager, et il me demande d'où je viens. Donc là, je sais qu'il se demande pas où j'habite, donc je lui dis que voilà, j'ai des origines congolaises. Et là, il me répond qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. Donc, autant vous dire que dans ces moments-là, ma condition raciale, je peux pas l'oublier. Un autre volontaire ou une autre volontaire ? La race, c'est une construction dont la vivacité n'est due qu'aux croyances répandues dans la société. Elle est scientifiquement invalide, mais de facto effective. Alors ça, de mémoire, il me semble que c'est tiré de tout un passage au début du bouquin aussi, où justement Rokhaya et Grace définissent un peu et questionnent la question de la race, et notamment posent la question de est-ce que la race existe ou pas, et ça fait beaucoup aussi écho au fait que que la race, bien évidemment, au sens biologique n'existe pas, mais au sens sociologique, comme on l'a évoqué juste avant, on peut pas nier qu'elle existe. Ça nous rappelle un peu des témoignages qu'on a eus de personnes qu'on a interviewées, des personnes immigrées d'origine, qui ont subi un vrai choc de racisme en arrivant en France, donc qui pouvaient se mouvoir, même si avec la colonisation dans la plupart du cas et la domination occidentale, il y avait effectivement toujours un petit écho derrière, mais au quotidien, qui pouvaient se mouvoir dans leur monde sans avoir des injonctions liées à leur personne et à leur corps. Et en arrivant en France, ces injonctions, ils se sont pris en plein fouet, en fait. Et ça montre que ces croyances, c'est pas juste des croyances, parce qu'en fait, derrière, ça implique des délits de faciès, ça implique une inégalité face au logement, une inégalité au travail, à l'école, et en fait, donc c'est effectivement très effectif au quotidien dans notre société, malgré que ce soit tout simplement des croyances qui n'existent peut-être pas dans d'autres continents, dans d'autres pays, mais qui sont très effectifs dans celui-ci.
On peut manifester divers héritages culturels tout en appartenant au même corps national. Alors cette phrase-là aussi, elle fait beaucoup écho à notre expérience. Elle est tirée d'un passage où justement Rocaille et Grace questionnent aussi la question de l'assimilation. Qui doit s'assimiler? Pourquoi est-ce qu'on a les mêmes injonctions? On sait que non, entre les immigrés ou les descendants d'immigrés européens ou des pays où il y a des communautés racisées. Et aussi, qu'est-ce que ça a du coup comme impact pour les personnes racisées de devoir s'assimiler et quelles conséquences ça peut avoir dans leur rapport à leur propre identité? Et aussi, ça remet la question de qui impose l'universel. C'est quoi l'universalisme? Qui en profite et qui a imposé ce terme et qui décide de ces règles qui sont censées être universelles. Souvent, c'est les mêmes personnes qui finissent par être invisibilisées et en fait, on finit par être invisibilisé de la même manière, quoi. Bonsoir déjà, merci pour Origine TV, c'est magnifique comme média. Merci. Alors, le racisme n'est pas un problème individuel, malgré ses conséquences réelles sur les individus. Cela veut juste dire qu'un problème collectif appelle des solutions collectives et donc politiques, applicables au plus grand nombre. Ça me fait écho à des gens qui disent, quand tu dis que tu as vécu un truc raciste et qu'on va dire « Ah, c'est juste un con, laisse passer », tu vois. Et en fait, que le racisme, c'est cette idée que c'est juste bien ou mal et que c'est super individuel, qu'en fait, quand tu subis du racisme, c'est juste un mec qui va te dire un truc individuellement à toi. Et on parle pas de ce racisme systémique, en fait. On parle pas de tout ce système qui est collectif et qui est beaucoup plus latent que juste quelqu'un qui va te faire une injonction au quotidien, quoi. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si pour toutes les personnes dans la salle qui ont déjà subi le racisme, vous avez pu observer une évolution. Moi, je sais que quand j'étais plus petite, dans les années 90, c'était beaucoup plus frontal, c'était beaucoup plus des salles noires où les noirs sortent mauvais ou des choses comme ça. Et en fait, plus on avance, plus c'est beaucoup moins direct, beaucoup plus insidieux. Et c'est pour ça que ce passage-là, ça nous a beaucoup parlé parce qu'on sait que c'est important d'avoir aussi des réponses collectives à un problème qui, même si se traduit dans nos parcours individuels, nos expériences individuelles, reste un problème collectif. Ce n'est pas le terme race qu'il faut supprimer, mais en premier lieu l'idéologie qu'il sous-tend. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo de Histoire Crépue sur les débats? Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est génial, faut aller le voir. Cette vidéo, à un moment, il y a une question qui se pose sur le terme racisé. Qu'est-ce qu'on pense du terme racisé? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Mais au final, ça me fait penser à ça, de se dire que, en fait, ce terme, idéalement, le terme racisé n'existe pas, parce qu'en fait, si le terme racisé n'existe pas, il n'y a pas de personne racisante. Mais le vrai problème, c'est pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Le vrai problème, c'est qu'il y a le racisme derrière, l'idéologie du racisme derrière qui existe et qui fait exister ces termes, en fait. Et ça me fait penser aussi, on peut faire le parallèle avec le terme féminisme. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a certaines personnes aussi qui veulent pas se considérer féministes parce qu'il y a le mot, il y a la même racine que femme, et du coup se considèrent plus comme des humanistes. Mais en fait, l'importance aussi d'utiliser ces mots, c'est aussi de pouvoir définir des réalités qui sont certes pas plaisantes, mais ne pas utiliser certains mots ou supprimer certains mots n'enlève en rien les réalités. Est-ce qu'on a d'autres volontaires? Je sais même plus on a combien de... On en a mis plein, en fait. Bonsoir. Bonsoir. La laïcité est et doit rester un principe d'égalité et non d'interdiction. Elle n'est pas censée protéger une conception particulière de l'identité nationale. Ça, c'est du racisme. Ouais, ça, c'est du racisme, c'est clair. Ça, effectivement, on le voit partout, dans les médias, ce qu'on essaie de nous rabâcher à longueur de journée, pourquoi certaines personnes ont le droit de porter telle chose ou pas. C'est ça, en fait. C'est exactement ça qui est en train de se passer, sous couvert de laïcité quotidiennement, sous couvert d'universalisme républicain.
Ouais, et comme ça l'a aussi très bien été mentionné dans le bouquin, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. C'est quand elles évoquent le fait que quand on parle de laïcité, c'est une neutralité de l'État face à la religion, mais pas une neutralité des citoyens. Et ça fait aussi énormément écho à des personnes, notamment musulmanes, qu'on a pu interviewer. Et très récemment, on a interviewé une femme qui porte le voile et qui est très engagée dans les questions antiracistes et féministes et environnementales, et qui nous expliquait qu'elle ne peut pas faire de marche, par exemple, parce que c'est pas un endroit safe pour elle, et que même quand elle fait des marches féministes, elle se fait agresser par d'autres personnes qui manifestent. Du coup, c'est vrai que cette notion-là, elle est hyper importante aussi. Elle a été vachement instrumentalisée par les politiques, et c'est hyper intéressant la manière dont Grace Rokhaya recontextualise et réexplique cette notion de laïcité. Dire que à l'époque coloniale est trop lointaine pour justifier une dénonciation actuelle n'a aucun sens, puisque nous sommes le fruit d'une histoire, et les places que nous occupons géographiquement et socialement sont en grande partie liées à ce passé. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes issu, descendant d'un pays qui a été colonisé? Donc ça fait totalement écho à ce passage où justement Rokhaya et Grace évoquent le fait que quoi répondre en fait à des personnes qui nous disent qu'on est trop dans le passé, qu'il faut passer à autre chose. Et ce que vous venez de faire explique qu'en fait, si on est là aussi, beaucoup d'entre nous, d'ailleurs on n'a pas levé la main, moi j'ai pas levé la main, mais je lèverai la main ici, c'est parce que justement il y a eu cette histoire-là, et qu'on ne peut pas changer notre présent et construire un avenir beaucoup plus juste si on prend pas en compte ce passé. On avait fait notre deuxième saison, elle porte sur les enfants d'immigrés, et on avait fait notre premier épisode, c'est sur les histoires de déplacement des familles. Et donc pourquoi en fait t'es en France, pourquoi t'es né en France, d'où vient ta famille. Et dans, je sais pas, 95% du temps, il y avait une histoire coloniale derrière, il y avait des grands-parents qui s'étaient battus pour la France, il y avait des grands-parents qui sont français, qui sont vraiment français et qui sont mariés avec des personnes en dehors de la France. Et donc du coup, derrière, ce que ça implique, c'est qu'on n'est pas là par hasard, quoi. Qu'on n'est pas là par hasard, et que ça, c'est l'expérience enfin, ce qu'avait dit une de nos intervenantes qui m'a beaucoup marquée, c'est que l'histoire, on l'écrit dans le passé, mais on l'écrit aussi dans le présent. Et donc, du coup, tout ce qui s'écrit auparavant, ça a des répercussions sur comment on vit aujourd'hui dans cette société, et comment nos existences, elles sont perçues dans cette société actuelle, quoi. Et pour finir, du coup, Okay. La France se veut promotrice d'une philosophie universaliste et aveugle à la couleur censée nous protéger des tensions raciales. Mais la réalité du pays des Lumières est bien différente de l'idéal qu'elle proclame. C'est bien pour finir ça. Tu sais, ça rappelle les gens qui disent que le racisme, c'est un problème des États-Unis et que ça vient pas d'ici. Et qu'en fait, on exporte les problèmes depuis là-bas. Nous, on connaît pas ça ici, tu vois. Moi, ça m'évoque aussi. Je pense que la première fois que j'ai fait ce parallèle, c'était en écoutant le podcast, et c'est aussi quelque chose qui avait été évoqué dans le livre de Françoise Vergès, Un féminisme décolonial. C'est le fait que l'époque des Lumières, qui est du coup une époque où il y a eu beaucoup de principes progressistes qui ont été mis en place et qui ont été suivis, c'était aussi le pic du commerce triangulaire. Et ça, je me rappelle que ça avait complètement changer mon rapport aussi à l'histoire, et du coup à comment on nous apprend l'histoire à l'école. Et pendant longtemps, depuis très longtemps, en fait, ils veulent nous pousser ça à travers des slogans comme la France black blanc beurre, cette idée qu'on a une France unie, mais que cette France unie, en fait, elle existe que quand on gagne la Coupe du Monde, quoi. Et après, le reste du temps, il y a toute cette séparation, cette division qui est mise en place littéralement par le système pour qu'on se détache de nos communautés et de nos origines. Voilà, je crois qu'on a fini. On espère que si vous l'avez pas encore lu, au moins ça vous aura donné envie de lire ce super bouquin. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous avez fait sur Origine TV. Ça fait du bien de voir des gens faire notre travail à notre place. Ouais.
En plus, quand on entend les citations, on était là. On était là, pas genre, mal. c'est vachement bien ça. On a écrit ça. C'est vrai que hors contexte, merci d'avoir extrait ces citations parce que du coup, on se dit ah ouais quand même, on a quand même travaillé. Merci beaucoup. De toute façon, vous allez revenir tout à l'heure. Merci. Avant de donner la parole à un trio cette fois-ci de personnes aussi formidables et passionnantes, on veut remercier évidemment, on l'a fait tout à l'heure, mais nos invités qui se sont succédés au micro de Kif Taras, quelques-unes d'entre eux et elles sont ici. On peut saluer le dernier en date, Abdelataya, qui est là, numéro 88. 88. C'est très, tu sais, c'est très chanceux chez les Chinois, 88. Ah, je savais pas. Ça, voilà, voilà un épisode sur la littérature, le colonialisme et l'invisibilisation de certaines voix, qui est sorti mardi, mais sur lequel on a déjà énormément de retours, vraiment très émus. Il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à aller les voir si vous les avez écoutées ou pas, ou que leurs paroles vous ont plu. Il y a Selva qui est ici et qui nous a parlé des clichés qui sont relatifs à la cuisine de sa famille, tamoul. Nous avons Abby Beach qui, je ne sais pas s'il est arrivé, mais on a parlé beaucoup avec elle de la décolonisation du dance floor. C'est le titre de la conférence dansée qu'elle fait et qui permet d'appréhender aussi beaucoup de ces notions comme l'intersectionnalité dans le cadre de la danse, puisque c'est comme ça qu'elle nous l'apporte sur le dance floor. Ouais, on voulait saluer aussi, moi je tiens vraiment à saluer particulièrement deux femmes qui sont avec nous aujourd'hui, il y avait l'une d'entre elles qui était venue nous faire part de sa parole autour de l'épisode qui s'appelait Sous-traitance, maltraitance, qui s'appelle Rachel Keke. J'aimerais bien que tu te lèves, Rachel, parce Merci. que avec Sylvie, sa collègue, et en fait, Rachel Keke, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la connaître, c'était une gouvernante qui a mené les grèves des gouvernantes des femmes de chambre des hôtels Ibis pendant 22 mois et qui a obtenu justice l'année dernière, qui démontre que la lutte paye et que voilà, et c'est à la fois le symbole de l'intersectionnalité et des oppressions de classe, de genre, racial et liées au statut administratif, et en même temps la victoire de femmes déterminées. Donc vraiment, merci Rachel. On sait que tu te lèves tôt demain en plus, donc vraiment merci d'être là. Merci. Et je voudrais aussi remercier Ina Hunt qui est avec nous ce soir, qui est l'illustratrice qui a fait du livre Kif Taras elle nous a donné une magnifique couverture. On a eu beaucoup de retours très positifs sur cette couverture. Parce que ça porte le livre aussi loin que nos mots. Et on a fait un épisode avec elle sur le dessin, l'illustration. Évidemment, on peut pas citer tout le monde, mais voilà, vous êtes toutes et tous avec nous dans nos cœurs, et on va passer le micro à nos trois représentantes du groupe Overbooké. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre, Daisy? Délie. Attention, il y a le micro. Elles se battent contre le rideau. C'est là. C'est là. Il est un peu, ouais. Merci d'être là ce soir. Alors, Daisy et Laura, vous gérez le compte Overbooké, qui est un book club en fait, qui est attaché aux questions qui nous sont chères. Donc, on va vous laisser la parole. Bonsoir tout le monde. Ça fait un petit peu peur d'être ici, mais merci Grace et Rokhaya pour l'invitation du club de lecture Overbooké dont je suis la créatrice, et il y a ici deux membres du club de lecture. C'est un honneur... ok, il faut que je gère le micro. C'est un honneur et une joie d'être ici et d'avoir été invitée, d'autant plus que l'initiative de la création de Overbooké a en partie largement même été inspirée par le travail et l'engagement de Grace et Rokhaya. Donc c'est vraiment trop chouette d'être ici. On va peut-être se présenter pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc moi je m'appelle Délie et j'ai créé le club de lecture et la page Instagram Overbooké il y a 1 an. Et c'est une page féministe et antiraciste. Et je laisse mes copines se présenter également.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Laura. J'ai rejoint le club Overbooké l'été dernier, après être tombée sur la page Instagram de Delhi. Et suite à quoi on est devenus très amis grâce à son club. Ça a vraiment créé un lien entre nous. Et j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes réflexions autour de différents sujets de société qui m'animent particulièrement, donc féminisme, antiracisme, mon expérience en tant que femme métisse et les différents questionnements que ça peut impliquer. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Daisy, donc j'étais déjà amie avec Delhi avant la création de son book club. Donc, je suis la fondatrice d'une association Esserin Stone qui, par différentes actions, favorise le rapprochement entre les jeunes des diasporas africaines en France et différents pays du continent africain. Voilà. Et donc le mois dernier, on a organisé un book club autour du livre Kif Taras. Et c'est la raison pour laquelle Grace et Rokhaya ont eu la gentillesse de nous inviter ce soir, ce qui est une surprise incroyable après un an d'existence de la page et du club. Et on est ravis de pouvoir parler un petit peu de ce que l'on a dit durant cette session du club de lecture et de célébrer avec vous votre livre, parce que c'est l'essence d'Overbooké, de prendre le livre pour support, pour discuter, pour échanger, pour réfléchir à tout ce qui ne va pas dans notre société. Et je crois qu'on est ici tous d'accord pour se dire qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. Donc on y parle de féminisme, d'antiracisme, des représentations, de résistance, d'histoire, en s'intéressant au point de vue des vraies héroïnes et des héroïnes dont on ne nous parle pas à l'école. Et chez Overbooké, pourtant je ne suis pas une littéraire, mais les livres que l'on y lit nous permettent d'approfondir toutes les questions qui sont abordées par Grace et Rokhaya, notamment dans leur podcast, et qui sont essentielles. Donc Overbooké, c'est un refuge pour les fatigués de CNews, un endroit où on peut réfléchir de façon un petit peu systémique, et c'est aussi un endroit qui nous permet de créer du lien social. Comme tu l'as dit, nous on se connaissait déjà, mais le jour où Laura a slidé dans mes DM, on s'est plus lâché. Pardon, j'ai crié. Et donc, moi c'est mon club de lecture, donc je suis pas forcément très objective, mais je vais laisser mes copines nous dire pourquoi elles ont rejoint le groupe. Comme je disais, moi je suis tombée sur la page Overbooké l'été dernier. Et déjà, j'aimais beaucoup ce que tu dégageais sur le compte, les chroniques que tu fais des livres, et le fait que ce soit des lectures assez engagées dans lesquelles je me retrouve. Et puis, tu as organisé la session autour du livre de Joey Bourguin, qui parle des enjeux de l'adoption internationale. Donc, je trouvais que le sujet était hyper intéressant. Et du coup, c'est la première session à laquelle j'ai participé en septembre. Et je me suis dit que c'était l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des échanges avec des gens qui sont animés par les mêmes sujets que moi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des discussions, ce type de discussion dans notre entourage. En tout cas, moi, je parle pas forcément de ces sujets-là avec tous mes amis. Et du coup, c'était la première fois que je participais à ce genre d'événement, et c'était super. Et moi, on se connaissait déjà avant. Je voulais vraiment supporter cette initiative qui me parlait réellement. C'était l'occasion de découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, autrices, surtout chez Overbooké, de nouvelles personnes, Laura, et d'avoir un safe space et d'avoir des discussions avec des personnes sur la même longueur d'onde, pas type CNews, quoi. Voilà. Donc les livres qu'on aborde dans le cadre du club de lecture reprennent bien souvent des thématiques qu'ont abordées Rokhaya et Grace dans leur podcast, et on a d'ailleurs eu pas mal d'invités qui ont également été les leurs, dont Jennifer Padjemi, Joey Bourguin, Lou et Nanténé Traoré. Je sais que Lou est ici, qui tient la page La Charge raciale. Et ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de notre club de lecture, c'est d'avoir les autoristes qui viennent. Et on a également aussi reçu Paula Anakaona, qui est l'éditrice de Joey Bourguin,
Et donc vous voyez un petit peu l'ambiance de Overbooké, c'est tout à fait l'ambiance pour recevoir, pour parler en tout cas du livre Kif Taras. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait dans le cadre du club de lecture. Déjà, j'ai soumis au vote plusieurs livres et le livre Kif Taras a largement fait l'unanimité, donc c'est celui qu'on a choisi pour notre session. On a eu de très très beaux échanges dans le cadre de ce club de lecture. Pour le déroulé de la session, on a essayé de répondre à la question que Grace et Rokhaya vous posez toujours en début de session, donc à savoir si on se situait sur le plan racial. Et je vais laisser mes copines répondre pour me dire ce qu'elles en ont. Oui, du coup, moi j'ai répondu à ta question. J'ai parlé du fait notamment que c'était pas toujours évident de se situer sur le plan racial en tant que personne issue d'un métissage blanc-noir. Et que ça a impliqué beaucoup de questionnements tout au long de ma vie, et je pense que c'est pour toute la vie. Et c'est notamment un des sujets que j'ai le plus abordé sur ma chaîne, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de témoignages sur ce sujet-là. Et puis, donc, aujourd'hui, je m'identifie en tant que femme métisse, qui se reconnaît dans les deux côtés. Et pour moi, je suis pleinement les deux, parce que pendant longtemps, j'ai dit que j'étais à moitié noire, à moitié blanche. Mais pour moi, en fait, c'est être les deux à la fois. Donc, voilà. Et de mon côté, je me suis située rapidement en tant que femme noire. Mais c'est vrai que ce qui est apparu évident lors de notre club de lecture, lors de notre session, n'a pas forcément été évident toute ma vie, et que je me suis vraiment construite en tant que femme noire, pas en France, mais au cours de mes études, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada, et c'est là où j'ai vraiment eu une nouvelle manière d'appréhender mon identité, de comprendre mon identité autrement en tant que femme noire, et de vraiment l'affirmer et d'en être fière et de le revendiquer de retour en France. Et moi, pour ma part, je pense que je me retrouve assez dans ce que dit Laura. Donc ça, c'est la manière dont on a commencé la session du club de lecture. Et ensuite, on a parlé de tout plein de choses, et je crois qu'on était toutes d'accord pour dire que votre essai, qui reprend votre podcast, nous, on est un peu nés avec Rokhaya et Grace, mais il y a quelques années, je pense que c'était plus difficile pour les personnes racisées de s'identifier et de pouvoir discuter de telle ou telle thématique, parce qu'il n'y avait pas les ressources et les personnes qui le faisaient et qui étaient visibles. Donc en tout cas, nous, on a pu s'identifier à pas mal d'anecdotes qui sont évoquées dans l'essai. C'est vrai qu'on avait parlé notamment d'un passage, moi, qui m'a marqué dans l'essai. Et j'avais d'ailleurs posté en story Instagram, ça avait fait pas mal réagir les gens. C'était le passage sur le racisme intériorisé, notamment dans les relations de couple, le fait que, par exemple, dans la communauté noire, il y a pas mal d'hommes noirs qui disent je me verrais pas sortir avec une femme noire parce que ça me fait penser à ma sœur ou à ma tante. Et lors de la session, on avait d'ailleurs parlé de Love is Blind. Je ne sais pas si vous avez regardé le TV show américain. Donc désolée si je vous spoil. Mais le concept, c'est que des personnes se datent à l'aveugle et elles se rencontrent après, au bout de 2 semaines, il me semble. Et il y avait du coup un couple d'Indiens. Et finalement, ça n'a pas marché parce que l'homme disait justement que la femme lui faisait penser à sa tante. Et du coup, on a échangé à propos de ce sujet-là. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle aussi de racisme intériorisé parce que, comme le disait Origine TV, aujourd'hui, c'est un racisme qui est très insidieux et certaines personnes se rendent même pas compte qu'elles sont elles-mêmes racistes. Pour ma part, c'était le passage sur le double discours sur le communautarisme. Ça m'a fait penser au moment où je créais mon association. Donc, j'avais beaucoup de questionnements, notamment par rapport au fait vis-à-vis de comment l'association allait être reçue par le public. Et je pense que j'avais beaucoup intériorisé tout ce qu'on peut dire de péjoratif lorsque des minorités se rassemblent pour construire quelque chose de beau.
C'est vrai que j'ai dû beaucoup réfléchir et j'ai réalisé, comme le passage du livre le dit, qu'il y a certains types de communautarisme qu'on nomme en tant que tel et auquel on se dit que c'est pas possible, on y met des attraits très négatifs, alors qu'il y a des communautarismes de fait en France qui se passent, qu'on ne nomme pas forcément et qui sont perçus comme positifs. Et je me suis dit que à partir de ce moment où j'ai réalisé ça, que j'allais poursuivre mon projet comme je l'envisageais et que j'allais pas questionner cette partie du projet. Ouais, merci les filles. Vraiment, en dernier point. J'ai une amie qui est blanche et qui souhaitait d'abord s'inscrire à la session, mais finalement ne l'a pas fait, en me disant qu'elle avait commencé à lire le livre, mais qu'elle se sentait pas à l'aise et qu'elle avait l'impression de se faire engueuler en fait en lisant l'essai. Et finalement, elle a fini le livre et elle est revenue vers moi la semaine dernière pour me dire qu'en fait, elle avait compris énormément de choses et qu'elle allait le relire pour essayer de comprendre ce qui l'avait dérangé et de travailler là-dessus. Donc ça, c'est quand même super cool de savoir que vous avez cet impact-là. Et je pense qu'on a bientôt fait le tour, mais juste pour dire que la déconstruction et la compréhension ne sont jamais acquises, mais par contre la discussion elle est toujours utile. Donc les initiatives de Grâce et Rokhaya sont essentielles et elles nous font non seulement du bien, mais en plus elles permettent de faire, je pense, germer d'autres initiatives comme celle de Origine.tv, comme la chaîne de YouTube de Laura, Pop Laura d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et avec le projet de Daisy aussi. Même si c'est à une plus petite échelle, je pense que c'est utile et puis ça nous fait du bien. Et en tout cas, Grâce et Rokhaya, vraiment, je le redis, mais merci pour tout ce que vous faites et de nous avoir invités parce que vous nous faites vraiment du bien. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Overbooké, suivez-les sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment. Merci pour ce partage, ce moment, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et on se retrouve tout de suite. Merci. Et on a profité pendant la pause pour croiser d'autres personnes qui avaient été invitées. On a croisé Kevin et François du Chip, que vous devez connaître, le Chip. Et voilà, donc on est très contente de les... Il manque Mélanie, mais on sait qu'elle est là avec nous par le cœur. Donc le Chip, on avait fait un épisode, un crossover qui s'appelait Chip Taras. Et ouais, c'est ça. Et Jessica, Jessica, oui. Jessica Girondal-Musa qui est ici avec nous aussi, avec qui on a qui avait écrit un article dans Mediapart et sur la question de comment elle se définit, surtout sur la question du métissage blanc-noir. Et donc maintenant, si ça vous dit, on peut faire un moment de Q&A, de questions, ou je sais pas si ça vous a fait penser à des choses, ce qui a été dit sur cette scène ce soir. Il y a un micro, il y a Naomi, notre productrice, qui est là. Et si vous avez envie de poser une question, merci. Bonsoir. Question qu'on vous rabâche très souvent à toutes les deux. J'ai une trentaine d'années. Pour moi, vous êtes des grandes sœurs, et donc des adultes. Et... Ça sent la question compliquée. Non, pas du tout. Vous êtes formés, c'est votre travail, et c'est souvent votre réponse. Vous dites que vous êtes payé pour ça, mais comment vraiment vous faites pour réagir à un racisme insidieux dont les filles ont parlé auparavant, ou qui soit insidieux, ou qui soit subtil ou pas subtil, il n'y a pas de racisme subtil, mais comment vous faites pour réagir aussi posément, et est-ce que vous avez toujours cette démarche pédagogique de vouloir instruire, où vous vous dites à des moments que vous n'êtes pas là pour éduquer et que chacun doit faire ce travail soi-même? Grande question. Moi, j'aime bien grande sœur, parce que des fois, on m'appelle Tata aussi. Bon, Tata, c'est très mignon, mais je préfère quand j'appelle les autres Tata.
mais j'ai pas honte d'être tata. Alors, je pense qu'on subit tous et toutes le racisme. Enfin, beaucoup de personnes dans cette salle qui ont tout à l'heure répondu à la question: avez-vous un héritage issu d'une ancienne colonie française? Il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui subissent le racisme de manière frontale, parfois de manière insidieuse. Donc, je pense qu'on est toutes concernées, même quand on croit qu'on ne le vit pas, mais en fait, on est dans cette société, donc forcément, on y contribue d'une certaine manière. Donc, comment faire? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réaction, pas de mauvaise réaction. En fait, le racisme, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre, qui nous limite, qui nous bride. Donc, comment on fait pour le vivre au mieux? Comment on fait pour ne pas de succomber en fait à cette oppression? Ça, c'est une vraie question. Enfin, c'est une question qui est à la fois très personnelle et très collective. C'est une réponse à laquelle à laquelle on répond à chaque podcast. Comment est-ce que chacune d'entre nous, la personne qu'on invite, vous toutes et tous ici, comment est-ce que on fait pour ne pas se laisser abattre par cette oppression qui est là comme une épée de Damoclès? On sait quand on sort de chez nous, même chez nous, que on peut être on peut être confronté. Comment on fait pour ne pas se laisser complètement anéantir et continuer à faire ce qu'on veut faire? Et je pense qu'on a tous et toutes des manières de le faire. Enfin, on a cité nos invités qui le font de manière soit par la plume, soit par le combat sur le terrain. Il y a énormément de façons de combattre. Nous, en tout cas, moi, je m'inspire personnellement de toutes ces personnes, de ce qu'elles font, que ce soit Rachel Keke, ses collègues, Abdella Taya, Jessica, Jérôme Dalmouth, enfin toutes les personnes qui sont là et qu'on ne cite pas parce que on sait que toutes les personnes qui sont là nous soutiennent d'une manière ou d'une autre et se soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et moi, je m'inspire de tout ça pour continuer en me disant il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça va, et tout ça contribue en fait à mon bien-être personnel. Je crois que ça de ma réponse. Alors, on avait fait un épisode qui s'appelait Comment survivre aux fêtes de famille, justement pour répondre. On l'avait fait en crossover avec Les couilles sur la table et Camille, qui sont deux podcasts qui déconstruisent pour l'un les masculinités et pour l'autre l'hétéronormativité, et donc pour expliquer comment, dans des contextes affectifs, on doit répondre aux attaques, parce que c'est pas la même chose, effectivement, de répondre avec des gens avec lesquels on est amené à cohabiter ou à nourrir des relations affectives ou romantiques, que de le faire dans un espace où en fait on n'a pas nécessairement d'affinité autre que professionnelle avec les gens. Après, moi, à titre personnel, c'est vrai qu'en dehors de mon taf, j'éduque personne. Enfin, franchement, moi, je travaille pas gratuitement. Je suis déjà noire, c'est déjà, on a trop donné. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand il y a c'est vrai qu'on subit tout le temps des micro-agressions. Franchement, hier, j'ai même pas le temps de te raconter, Grâce, mais j'étais à l'aéroport en début de semaine, mais c'était abusé. Donc j'avais un masque, puisque c'est obligatoire dans les aéroports. Donc voilà, j'ai un masque, on voit pas mon visage. Et donc je passe au truc de sécurité, il y a un homme qui s'approche de moi, qui me dit bonjour, vous connaissez Candia? Et moi je dis Candia, je pense au lait. Enfin, je fais ouais, je connais, mais je comprenais pas. Et il me dit non, vous la connaissez pas? Et je me dis Candia, c'est une personne. Il me fait c'est elle. Et il me montre une meuf et vous avez la même coiffure. Et il me montre une femme noire, je te jure, j'étais choquée. Je me suis dit mais et je lui dis mais il me dit vous vous ressemblez. Je dis mais vous voyez pas mon visage. Comment vous savez qu'on se ressemble? Enfin, c'était trop. Je fais peut-être qu'on a la même coiffeuse mais en fait on se connaît pas toutes Et franchement c'était horrible. Et du coup franchement j'avais même pas envie j'allais pas commencer à lui faire un débat sur le racisme systémique et tout. Donc j'ai mis mon sac dans le truc, j'ai passé la machine, donc mon sac passe la machine, je passe de l'autre côté et il y a un autre qui me dit vous ressemblez trop à Candia. Et je fais mais et je me dis, la pauvre, franchement, elle doit être en permanence micro-agressée par ses collègues, parce que si, sur les milliers de personnes qui passent à l'aéroport, je pense qu'on n'est pas deux en France à avoir la même coupe, donc je me dis, mais toutes les meufs noires qui passent, vous connaissez Candia? C'est votre copine? Non, mais en plus, je vois même pas la logique de connaître les gens qui ont la même coupe que soi, quoi. Tu sais, à la limite, les gens qui disent tu connais Mamadou Diallo, tu dis bon, il y a une logique dans le sens où Diallo c'est un nom très répandu, mais tu peux imaginer qu'on est de la même famille. Mais les gens qui ont la même coupe, ils sont pas de la. Non mais tu vois. Donc moi, franchement, dans ces cas-là, je remets mes écouteurs, j'avance et je me dis cette personne, c'est un cas désespéré, et je vais pas faire son éducation, quoi. Donc j'essaie vraiment voilà. Et du coup, j'en fais du coup, c'est super intéressant à déconstruire, quoi. Donc moi, c'est vrai que c'est des contenus que je peux après réutiliser. On va faire un épisode sur Candia. Je pense qu'on pourra l'inviter.
On va l'appeler, on va essayer de la sauver de ce Combien de fois ça contexte. vous est arrivé, Candia? C'était vraiment fou, quoi. C'était incroyable. Donc, dans ces cas-là, j'essaie de me dire, de décrypter, de me dire que ça peut faire de la matière, en fait, pour un petit peu travailler. Mais honnêtement, dans le quotidien, il y a tellement de trucs de dingue qui se passent que c'est trop d'énergie, en fait, à dépenser. Et en fait, comme je le fais déjà beaucoup professionnellement, et je le fais, souvent on me dit, ouais, comment vous faites sur les débats, etc. Tout ce que je dis tout le temps, c'est que j'essaie pas de convaincre les gens autour de la table, mais les gens qui me regardent. Et je me dis, je suis journaliste, j'essaie vraiment de donner une information qui soit intelligible et pour que les gens, en fait, qui me regardent de A à Z comprennent ce que j'essaie de dire. Donc c'est comme ça que j'arrive à me concentrer et que même si on m'interrompt 10 fois, je continue, à essayer d'aller jusqu'au bout de ma phrase parce que je me mets vraiment à la place des gens et je me dis, il faut vraiment que les gens qui nous regardent, même s'il y a une personne qui est d'accord avec moi, arrivent à comprendre ce que je dis et à éventuellement que ça lui serve si c'est un sujet qui lui importe. Donc c'est un peu comme ça que je fais, quoi. Alors, quand on est devant sa télévision, on trouve que c'est peut-être simple, mais moi l'autre jour, j'étais avec Rokhaya sur un plateau et ça s'est hyper mal passé. On était avec Éric Nolot et Eugénie Bastier, alors du VH. Et on est venu en plus en mode, on était détente, quoi. On était contente. En fait, on était contente que le livre puisse avoir une existence sur une émission comme la leur, parce que ça peut-être entrer dans des foyers qu'on n'atteindrait pas nous-mêmes, tu vois. Mais ça, c'était vraiment beaucoup d'espoir, je pense. Et en fait, ils ont dit tellement de choses. En l'espace de 10 secondes, il y avait tellement de choses à déconstruire et qu'il fallait choisir, en fait, la chose la plus pertinente, et c'était impossible. Et donc, en fait, on a décidé de rire. Non, mais quand elle a dit, moi, je crois que le seul racisme systémique qui existe vraiment, c'est le racisme anti-blanc. Franchement, on était perdus. On était perdus. Franchement, j'ai regardé Grace et j'ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est pas sérieux, en fait. Tu as dit sérieusement, Eugénie, c'est son brushing, là, elle est sérieuse. Non, mais j'étais là, genre la meuf bourgeoise du 7e qui t'explique le seul racisme qui existe, c'est le racisme anti-blanc. Mais franchement, j'étais estomaquée. Mais après, on a rigolé parce que c'était trop fou, en fait. C'était. Mais en tout cas, c'est un exercice très très difficile que de choisir en fait parmi les inepties qui se succèdent à notre oreille une chose qu'on a envie de. Enfin, on a 20 secondes en fait, donc c'était vraiment très difficile. Donc c'est un travail que tu fais qui te demande, que tu dois être épuisé quand tu sors de ces trucs là. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Bah oui, là. Est-ce que Eugénie Bastier est dans la salle? Bonsoir Rokhaya, bonsoir Grace. En fait, j'aurais une question, elle est très simple. Est-ce qu'on peut guérir du racisme? Pour quelqu'un qui a atteint du racisme, est-ce qu'on peut guérir? Alors moi je répondrai en deux temps. C'est que si on considère que le racisme est une maladie, en fait on considère que c'est une anomalie qui est peut-être individuelle, alors que je pense que c'est une idéologie qui est structurelle et qu'en fait on est tous affectés, quelle que soit notre condition raciale, on est tous affectés et on est tous empreints de ces préjugés-là. Donc je pense que c'est pas une réponse individuelle, à savoir il faut pas guérir des gens, mais il faut guérir la société. C'est-à-dire que je pense que la société, elle est affectée par le racisme et que la réponse ne se fait pas à un niveau individuel parce que déjà ce serait faramineux et que de toutes les façons, même si individuellement on arrive à se questionner sur tous les préjugés raciaux qu'on peut avoir sur d'autres catégories ou même la nôtre, quoi, on continue à être exposé en permanence à ce racisme systémique qui continue à nourrir notre imaginaire et je crois que vraiment ça se passe à un niveau qui est à des niveaux multiples, quoi. Donc, est-ce que, oui, la société peut guérir du racisme? J'imagine que oui, parce qu'elle n'a pas toujours connu ce racisme-là, qui vient vraiment d'une histoire particulière, mais c'est un travail faramineux. Et puis il y a aussi la question de est-ce que les personnes qui subissent le racisme peuvent en guérir? Est-ce que lorsque on a été confronté, qu'on a comme beaucoup de personnes ici socialisé dans une société qui est celle de la France, donc une société majoritairement blanche, est-ce que nous on peut se défaire de ces réflexes qu'on a eu, nous, enfin toute cette charge, la charge raciale qu'on subit et qui nous pèse. Comment on fait pour s'en défaire? Moi, je pense que c'est long et ça demande un travail
constant. Quand je vois nos enfants, moi j'ai des enfants qui sont en âge d'aller à l'école aujourd'hui. Je sais qu'ils ont une acuité beaucoup plus. Ils détectent le racisme beaucoup plus rapidement que moi. Moi, j'étais dans mon truc d'éviter le racisme, de pas parler de ça, de pas fâcher, de pas parler des choses qui me dérangent, parce que j'avais déjà compris très très jeune que c'était pas bienvenu, que c'était pas un comportement qui était encouragé. Aujourd'hui, je vois bien que mes enfants, moi, sur le sexisme, le racisme, des choses dont on parle à la maison, ou que et tout de suite, ils disent mais pourquoi ça c'est comme ça n'a aucun sens. Et je pense que parce que autant qu'on le fait, on le défait. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je pense que si on est là aussi ce soir, c'est parce qu'on a cet espoir-là et qu'on a envie de continuer à le diffuser. Mais oui, merci à tous les efforts qui sont faits dans cette salle pour en ce sens. Bonsoir. Alors je vais poser ma question. Donc j'ai beaucoup apprécié l'épisode des César So White avec Alice Diop. Et du coup, elle avait amené un peu son vécu, comment elle essayait, elle, de montrer que avec plusieurs narratives, même en étant peut-être descendue de l'immigration, issue de l'immigration, etc., on pouvait justement relier des différents vécus et des choses comme ça. Et qu'elle, après une intervention, le maire, enfin c'est un épisode que j'ai écouté beaucoup de fois, mais le maire, il avait vraiment ressenti des émotions après son film. Et est-ce que vous, à travers vos présences sur des plateaux de journalistes, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui étaient un peu fermées à vos messages, votre idéologie, enfin pas votre idéologie, mais votre façon de déconstruire les choses, et qui à la fin du plateau ou des choses comme ça, il s'est dit peut-être qu'elles ont raison, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu quand même des prises de conscience après des échanges avec d'autres personnes? Alors moi, j'ai fait ma première télé avec Éric Zemmour et ça a très mal tourné. C'était en 2008, donc il n'a pas vraiment pris conscience de quoi que ce soit. Alors, je suis pas sûre que les prises de parole soient les plus efficaces, parce que là, en 15 ans, il a fait une trajectoire quand même assez funeste. Mais merci pour la question. Alice Diop m'a dit qu'elle serait là, donc je ne sais pas si elle est déjà ici, mais effectivement, on pourrait peut-être échanger avec elle par la suite. C'est une cinéaste et elle parlait, le sujet était César So White, parce qu'elle était lauréate justement d'un César, et elle a d'ailleurs l'année dernière remporté 2 prix à Berlin. Oui, d'être confrontée à des gens. En fait, c'est pas dans une même émission, mais j'ai vu des gens changer d'avis sur plusieurs années. Où j'ai vu des gens ne pas comprendre ce que je disais et comprendre et en fait appréhender ce que je disais d'une manière différente, et vraiment avec le temps. Ça, j'ai pu l'observer, oui. Et moi, je pense aussi à une personne que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps, qui s'appelle Lan, et c'est la cousine de Lynn, qui je sais est là ce soir. Et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit et ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit qu'elle suivait ce que j'écrivais depuis un certain temps, et que ça l'avait en quelque sorte réconcilié avec son héritage. Et ça, c'est pour moi une autre forme en fait, pas de convaincre les gens que le racisme c'est mal. Je pense que là, on n'est pas, s'ils sont persuadés que le racisme c'est pas mal, c'est qu'il y a vraiment un souci. Mais le fait aussi que combattre le racisme, c'est aussi porter nos paroles au cœur de notre vie et d'en faire le sujet principal de notre quotidien. Et à force que nous soyons au centre, eh bien, comme on dit, ils s'habitueront. En fait, j'ai trouvé j'étais très touchée par sa démarche de venir me voir et de me dire qu'elle s'était reconnectée avec un héritage. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais coupée de qui j'étais vraiment, parce que je croyais, je voulais être ci, je voulais être ça, je voulais être des choses que je n'étais pas, que je ne pourrais jamais être. Et ça m'a fait beaucoup de mal en réalité. Et c'est toutes ces injonctions qu'on vit on le vit en tant que femme, on le vit en tant que personne de milieu modeste, on le vit en tant que personne non blanche. On voit ces images dans la pop culture qui
qui célèbrent toujours les mêmes récits, qui vivent des vies qu'on ne vit pas. Et on dit d'ailleurs que ces gens-là vivent deux vies, ils vivent leur propre vie, et puis après ils vont au ciné, et puis voient leur vie, leur salon sur un écran. C'est sûr que moi j'ai pas vu le salon de mes parents sur un écran quand j'étais petite, hein, et que ça m'a donné une image de moi qui n'est pas la bonne. Et le fait d'écouter les récits, que ce soit Origine TV, où beaucoup de personnes ici aussi œuvrent de leur manière à faire ça, de remettre vraiment dans nos vies ce qui est important pour nous. Et moi, ça m'apporte énormément parce que c'est comme ça qu'on combat aussi le racisme, le fait de nous rendre importantes à nos propres yeux. Alors, oui. Bonsoir. Alors, ma question, c'est, je suis un peu plus haut. Donc, ma question, c'est, vous avez parlé des enfants, et de toute façon, vos podcasts, ils sont pour nous adultes. Comment est-ce que vous introduisez justement cette réflexion par rapport à la race, par rapport au racisme, par rapport au fait de s'accepter quand on ne se voit pas forcément à la télévision, à des personnes beaucoup plus jeunes, avec des enfants autour de vous? Alors je vais répondre en tant que maman et après Rokhaya pourra répondre en tant que tata. Alors moi, mes enfants, en fait je décide pas de leur en parler parce que je pense que j'en parle tout le temps. C'est pas, il y a pas de point hebdomadaire sur qu'est-ce qui s'est passé mais je pense que c'est tout le temps. Enfin le fait de partager nos vies, ça me permet moi de leur dire ce que je fais dans la journée et de leur demander aussi ce qui se passe dans leur vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé et d'essayer d'être très à l'écoute pour à la fois moi leur transmettre quelque chose qui m'est cher, ce que je fais, je leur explique, et aussi de détecter si dans leur vie il y aurait des problèmes auxquels je pourrais que je pourrais aider. Et donc, ça passe par exemple, regarder des films où la diversité, on appelle ça la diversité, mais en fait, où la pluralité des récits est mise en avant. Donc là, par exemple, récemment, on a regardé un truc qui s'appelle Alerte Rouge sur Disney, qui met en scène une famille aux origines chinoises. Et c'était un super moment parce que c'est important de montrer tous ces récits pour qu'ils existent. Et à la fois, c'est aussi important de regarder des films complètement racistes et des classiques par exemple, et de dire voilà, et là bon, ça ils détestent quand je fais ça, mais je le fais, c'est que je mets pause et là je dis alors pourquoi c'est raciste. Et il y a d'autres gens qui me disent chut, on peut mettre, c'est bon maman, c'est bon, on a compris. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on y arrive, et que parce qu'il faut à la fois il faut défaire, mais il faut aussi proposer des nouvelles représentations qui soient justes, et donc d'essayer de trouver un équilibre entre les deux, c'est ça serait que c'est un taf, mais moi je le fais avec grand plaisir, et je pense que voilà, je pense que c'est vraiment ça me tient vraiment à cœur. Je suis très très fière que mes enfants me connaissent, parce que j'ai eu des parents qui n'avaient pas cette manière de m'éduquer, parce que c'était un autre temps, une autre génération, mais aussi d'autres souffrances qui n'étaient pas. Moi j'ai pas les mêmes souffrances que mes parents n'ont pas, voilà, ils ont vécu des choses beaucoup plus terribles. Moi je vis pas le racisme de manière frontale comme la première génération subit, et donc ça me permet aussi d'avoir ces conversations-là avec mes enfants. Et si je peux ajouter, enfin, je pense que tu as bien décrit la relation qu'on peut avoir avec ces enfants, et puis la manière dont on peut les éveiller à la fois à l'importance de la représentation pour des groupes qui sont minorés, et puis l'éveil par rapport à des situations qui peuvent être racistes. Et puis aussi, on avait fait un épisode avec Laurent Safou sur la question de la représentation dans les ouvrages, enfin dans les livres en fait, tout simplement pour enfants, dans la littérature jeunesse. Et ça aussi, c'est une vraie question de trouver des contenus culturels, des productions culturelles au-delà effectivement du cinéma et de la télévision, qui puissent permettre aux enfants de se sentir bien. Avant même de comprendre, parce que c'est vrai que l'idée c'est pas non plus de les angoisser, parce qu'il y a suffisamment de choses angoissantes dans le monde, en leur disant qu'ils seront exposés à des difficultés multiples, mais aussi de leur permettre de se sentir légitimes, de se sentir valides dans une société qui peut les reconnaître à certains endroits. Donc essayer effectivement de promouvoir auprès d'eux des productions qui mettent en avant une multiplicité de récits, d'apparences physiques, et dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Bonsoir Rokhaya, je suis là.
Merci pour l'invitation d'ailleurs. Merci d'être venu. Avec plaisir, enchanté, Grâce. Ouais, la petite question que je voulais vous poser, sans forcément entrer dans un grand débat politique où on nous incitait à voter pour telle ou telle personne, mais on est quand même à l'approche des présidentielles. On voit qu'il y a aujourd'hui, voilà, les candidats qui ont réuni les 500 signatures, il n'y a pas beaucoup de diversité, que ce soit sociale, culturelle, sexuelle ou raciale. Mais néanmoins, j'aurais été curieux de savoir s'il y a un discours ou un personnage politique dans lequel vous vous inscrivez plus ou moins sur la question raciale, où vous vous dites peut-être que là, je me reconnais un peu plus que sur d'autres. Voilà. Oh c'est dur là. Et franchement, le 10 avril, c'est mon anniversaire. Donc honnêtement... On va faire une soirée électorale chez Rokhaya Diallo. J'ai envie de passer une bonne journée. Non, franchement, c'est difficile. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est plus dans le moins grave, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est celui qui est le moins... Parce que, voilà, c'est ça. Qui fait le moins peur. Mais ils ont tous des dossiers incroyables, en fait, sur les questions raciales, sur les questions de genre, enfin, sur toutes ces questions-là. Certains ont fait des progrès, mais reviennent de très loin, quoi. Donc, voilà. Il y en a même un qui a repris un chapitre de notre livre. Et il a dit l'intersectionnalité divise le féminisme. On l'avait mis, ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est compliqué, hein. C'est vraiment difficile, là. C'est 2027, hein. Non, c'est compliqué parce que après on ne demande pas évidemment une espèce de perfection comme ça de tous les candidats, mais c'est vrai que les questions qu'on soulève, elles sont pas super existantes, quoi. Et que ce soit les questions raciales d'ailleurs ou les questions migratoires, et on a pu voir voilà comment récemment tout le monde a compris que le droit de migrer était un droit humain. Enfin c'est fou quand même comme ça a mis du temps. Donc ouais, c'est pas simple. Hein. Mais c'est vrai que dans ma réflexion sur la personne pour qui je vais voter, je suis obligée de ne pas incorporer, je ne choisis pas en fonction de leur proposition sur cette question-là, parce qu'il n'y en a pas. Donc, je suis obligée de faire abstraction de ça pour faire mon choix. Et en espérant qu'une fois que c'est fait, ça sera pas trop grave. Mais c'est vrai que c'est pas idéal en réalité. Mais il y a vraiment besoin toutes les personnes qui sont en politique doivent s'éduquer sur ces questions-là. Et je crois que ça s'est pas fait, puisque... Non, c'est pas fait. Non. Voilà, malheureusement, on peut pas mieux répondre, mais je pense que chacun fera ce qu'il peut ou elle peut en son âme et conscience le 10 avril. Mais là, c'est des questions difficiles. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes deux. Merci beaucoup pour cet événement. J'ai une question par rapport, comment le travail que vous menez dans le cadre de Kif Taras a été réceptionné par vos aînés, notamment vos parents. Est-ce qu'ils vous écoutent? Qu'est-ce qu'ils disent? Merci Simeng Wang, qui est sociologue et qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Illusion perdue. Pardon, Illusion et souffrance, pardon. Ouais, donc c'est une réflexion sur des migrations chinoises à Paris. C'est très intéressant. Je vous conseille de le lire. Alors moi, mes aînés ne savent pas du tout ce que je. Enfin, ils savent pas du tout ce que je fais. On n'en parle pas. Même si savent plus ou moins savent pas ce que c'est un podcast. Elles comprennent. S'il y a des photos, ça leur plaît, elles aiment bien. Et puis elles font des commentaires sur ce que je porte. Et souvent elles me disent si j'ai grossi ou j'ai maigri. Ça c'est un classique. Donc c'est pas un soutien. Enfin, en tout cas, mes aînés qui sont maintenant en fait de plus en plus âgés, c'est plus le soutien que je recherche pour mon travail. C'est-à-dire que autant quand j'étais plus jeune, il fallait que je me sente validée de la part de ma famille. Aujourd'hui, ça y est, comme disait tout à l'heure, je suis une adulte et donc je ne cherche plus à. Ça m'a pris un peu de temps. D'être sûre, de me dire c'est sûr qu'elle pense que pourquoi je cherche des problèmes comme ça, pourquoi elle parle de ça, il y a plus de problème, on est intégré, tout ça. Mais je me fais je ne parle pas de ça pendant les dîners de famille.
Alors ouais, merci, j'ai oublié de présenter la personne qui m'a interpellée. Je sais pas si c'était Wissem Belgassem qui m'a interpellée et qui a répondu à mon invitation, qui est auteur d'un livre qui est très très bien aussi, qui s'appelle Adieu ma honte, sur justement la question de l'homosexualité quand on est un homme musulman et footballeur. Donc c'est vraiment voilà un récit qui est aux intersections de plein de questions. Et voilà, c'est quelqu'un qui a vécu à la fois en Angleterre, en France, donc qui a un regard extrêmement complexe sur la question. Et pour répondre, moi, ma mère, elle regarde tout ce que je fais. Elle regarde tout. Elle m'envoie des textos en direct, genre ta veste est froissée. Enfin... Et en fait, à chaque fois que j'ai des trucs, elle fait des listes de gens, enfin, qui m'ont, avec lesquels ça s'est mal passé en débat, et a pris en fait contre eux pour que. Donc je pense qu'un jour il y a des gens qui vont être foudroyés sur place, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc ma mère, en fait, dès qu'il y a un truc, elle fait une prière et elle fait des listes. Elle me dit donne-moi son nom, comment ça s'écrit. Et donc ma mère, en fait, elle me donne trop de force. Elle regarde tout, elle écoute. Et ouais, ça, pour le coup, c'est vrai on vient pas du même endroit par rapport à ces questions-là, mais c'est vrai elle s'intéresse énormément à la politique. Donc elle est assez présente et toujours au courant de qui a dit quoi, etc. Donc c'est assez drôle d'avoir cet accompagnement, mais c'est vrai que dès que j'ai un peu la pression quand j'apparais publiquement, parce que c'est toujours oui, c'était quoi ce maquillage, c'est toujours des réflexions, et vraiment en direct, c'est-à-dire que moi j'ai des pop-up pendant que je parle de la crise ukrainienne, genre ta boucle d'oreille est à l'envers. Donc ouais, elle surveille, mais en même temps, voilà, franchement, ça remet tellement les pieds sur terre, quoi. C'est que tout d'un coup, ça permet de garder un ancrage par rapport à tout ce qui peut survenir dans l'espace public, quoi. Bonsoir. Je vais essayer de faire une question très courte. Je suis là. Oui. Bonjour. Qui renvoie quand même à une très longue histoire. Quelle articulation aujourd'hui entre la question des quartiers populaires, de la ségrégation raciale et de la lutte contre le racisme, telle que vous pouvez la mener toutes les deux? Alors bonsoir, Jérémy Robin, qui est géographe, avec qui j'avais écrit une tribune l'année dernière sur le tribut et en fait la dette qu'a la population française à l'égard de la population de Seine-Saint-Denis, qui a été en première ligne pendant la pandémie, pendant le premier confinement notamment, en étant surexposé au virus et en ayant une surmortalité, alors que c'est le département le plus jeune de France, donc vraiment voilà. Donc c'est lui qui avait initié ce texte et j'étais très heureuse de joindre ma signature à la sienne. C'est par ailleurs un ami de longue date avec qui j'ai cofondé les Indivisibles il y a très longtemps. Et donc la question, c'est en fait, c'est souvent la question des quartiers populaires, c'est une question qui nous permet de lire les questions raciales sans forcément avoir les outils qui nous permettent de les nommer directement, en fait, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas autant de données que dans d'autres pays. Là où dans des pays comme les États-Unis, en Angleterre, on a très pu voir les surmortalités, par exemple, par rapport au Covid, qui existaient en fonction des groupes raciaux, des assignations raciales. En France, en fait, en tout cas, Jérémy a observé, depuis évidemment son regard d'universitaire, les situations géographiques et territoriales qui nous permettaient de nous rendre compte qu'effectivement, dans les départements comme la Seine-Saint-Denis, où il y a une surreprésentation à la fois des personnes immigrées et des personnes non blanches, on pouvait voir qu'il y avait quand même une concomitance entre la situation raciale et la situation de ségrégation sociale et spatiale de fait, quoi. Et ça, on peut le voir aussi dans les établissements scolaires. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore consacré d'épisode en tant que tel à cette question du territoire, mais je pense que ça vaudrait vraiment le coup. Et puis aussi de revenir sur la manière dont dans les discours publics, quand on dit les banlieues, en fait on dit pas les banlieues, on parle pas de Neuilly-sur-Seine évidemment, on parle de populations racialisées négativement, et quand on dit les banlieues, on voit bien que en fait on se réfère, ou les quartiers, on voit bien qu'on se réfère en fait à une population qui est racialisée défavorablement, et que c'est une manière en fait d'éviter le sujet de la race sans le verbaliser explicitement, mais tout en faisant appel à un imaginaire collectif qui s'active dès qu'on dit les quartiers, dès qu'on dit les banlieues. Donc effectivement, il y aurait vraiment ça vaudrait le coup vraiment d'y consacrer un épisode. Oui, Nassira Ghenif Soulemas l'avait évoqué dans l'un des premiers épisodes de Kif Taras sur un autre sujet, mais cette question de territorialité est importante. Et sur ce thème-là, je pense aussi, pour parler des populations asio-descendantes, donc d'Asie de manière générale, que on parle très peu des personnes asiatiques dans ces réflexions, et parce que les stéréotypes qui
caractérise ces populations sont souvent les stéréotypes dits positifs, donc ils ne sont pas inclus. On pense pas aux personnes asiatiques, sud asiatiques, est asiatiques, lorsqu'on parle des quartiers. Or, c'est des personnes qui vivent dans le 93, enfin elles vivent partout sur le territoire français, et donc évidemment elles sont aussi incluses dans ces territoires. Et donc le fait que elles sont masquées en fait de ces discours-là, ça masque aussi les grandes disparités qui existent dans ces groupes qu'on appelle les asiatiques, et tout le monde n'est pas diplômé, tout le monde n'est pas issu d'une famille qui parle très bien le français, ou bien très très intégré comme peuvent se penser les personnes de certains groupes sociaux. Et je pense aussi que l'existence de chiffres et d'études pourrait nous aider à aussi donc briser ces images et que ces études et ces politiques publiques qui pourraient en découler bénéficient à toutes les personnes qui en auraient besoin, et pas les clichés, les stéréotypes, les préjugés que nous avons toujours dans la tête. On va peut-être prendre 2 dernières questions après avant de... Bonsoir. Par là, on verra. Moi, je voulais vous poser une question pour savoir si vous aviez pensé ou si vous pensez à faire un épisode du podcast Kif Taras sur l'hôpital et le système de santé et les questions raciales à l'hôpital. Parce que, désolé, je casse un peu l'ambiance du coup, mais je pense que, on s'est globalement tous rendu compte que pendant la pandémie du Covid, on nous a répété que les gens en réanimation c'était des gens obèses, des gens diabétiques, etc. Mais en fait, pour moi-même travailler à l'hôpital, la réalité, c'est que ces gens-là sont souvent des gens quand même d'origine, racisés, d'origine étrangère, avec tous les problèmes logistiques qui se sont posés, les familles qui pouvaient pas venir en réanimation, faire les traductions, et je pense, peut-être un sujet dont on n'a pas assez parlé a posteriori, et ces problèmes-là que ce soit d'interprétariat, de traduction et même de représentation des questions raciales à l'hôpital, je pense, on n'en parle pas souvent, et je pense, un problème qui mérite d'être soulevé. Donc voilà. Alors, sur le plan médical, on a abordé la psychiatrie avec Fatma Bouvet de la Maisonneuve, mais c'est vrai que ça fait longtemps en fait qu'on veut aborder la question médicale, mais sous plein d'angles en fait, sur le traitement des patients, sur les violences médicales, sur l'absence aussi de capacité à reconnaître certains mots en fait quand ils se présentent en fait sur par exemple des peaux noires, ou il y a plein de questions en fait que ça soulève sur les soignants aussi non blancs, la réception par rapport aux patients. Il y a énormément de questions, et effectivement sur cette question de la pandémie et le fait que par exemple les populations notamment les plus précaires en fait étaient surexposées parce qu'elles avaient déjà un accès aux soins qui était dégradé, et donc évidemment il y avait davantage de conditions favorables à l'exposition au virus, puisque c'était des gens qui en moyenne étaient moins bien soignés, et donc nécessairement, mais on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas encore forcément trouvé d'interlocuteur, mais surtout c'est vraiment une question qu'on pourrait explorer en longueur, quoi. Parce qu'en fait, je vous explique comment on fait Kif Taras, c'est qu'on a une liste de sujets sur un drive qui est extrêmement longue. Et donc, il y a des sujets comme le racisme médical qui sont là depuis 4 ans. Alors, il y a un autre thème qu'on nous demande souvent, c'est le racisme intercommunautaire, donc, qui est aussi sur la liste. Et dans Kif Taras, ce qu'on aime aussi, c'est d'accueillir une parole de quelqu'un qui nous parle d'expertise et d'expérience. Et souvent, sur ces thèmes-là, en fait, on se dit, on n'a pas la personne, parce qu'en fait, il n'y a pas une personne il faudrait qu'il y ait plusieurs personnes, il faudrait que ça prendrait du temps. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait pas des épisodes qui nous paraissent extrêmement importants, mais qui, comme on veut pas mal les faire, c'est pas mal les faire, mais on aimerait vraiment trouver la personne avec qui on va connecter, parce que quand même on a la chance d'avoir énormément de personnes qui se succèdent, avec qui ça se passe très bien, et donc on cherche, donc si vous faites partie de ces gens-là, contactez-nous. Oui, c'est ça. Après, on prend aussi les recommandations. S'il y a des gens qui sont justement dans ce domaine-là, qui à la fois sont soit soignants, et qui ont une expérience, et qui eux-mêmes sont, par exemple, des personnes non blanches, ça peut aussi nous aider. Mais c'est vrai qu'on a une liste qui doit faire 15 pages de sujets. On a tout le temps plein d'idées. C'est pareil, le colorisme, ça fait des années qu'on y pense, mais on cherche aussi une interlocutrice ou un interlocuteur. Donc, on a plein de sujets en suspens. Parfois, on cherche des personnes, tout simplement, qui sont à même de nous en parler et d'apporter quelque chose au sujet qui permettrait aux gens qui nous écoutent de se documenter. Moi, il y a un sujet que je voulais faire et qu'on n'a toujours pas fait, c'est les prénoms. J'aimerais beaucoup qu'on parle des prénoms. En plus, tu m'as envoyé un tweet l'autre jour, et en plus, on s'envoie des tweets dans une forme complètement Moi, je mets des anarchique, étoiles dans le WhatsApp.
Où en fait, et donc, voilà, j'aimerais bien faire sur ça, les voilà. prénoms, ça c'est vraiment fou, ouais. C'est un vrai. Comment sujet. on traduit les prénoms, comment on s'appelle chez soi, comment on s'appelle dehors, comment on s'appelle au travail. Enfin, moi, c'est toute ma vie, ça, les prénoms. Voilà. On apprend une dernière question. Oui, rebonsoir. Donc moi je suis donc Jamal, la voix derrière le podcast Jeans, qui traite des identités sexuelles, des identités tout court arabes et ou musulmanes. Et donc je travaille surtout sur les questions d'islamophobie, de racisme, homophobie, etc. Et c'est vrai qu'en les défendant toujours avec d'autres militants et militantes, on est très à même de répondre, sauf que moi quand ça m'arrive à moi, je suis très vite désarçonné. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'après 88 épisodes, vous avez toujours la bonne réponse quand ça vous arrive à vous? Ah non, moi je me refais toujours les trucs après, quoi. C'est que tu sais pas. En fait, c'est plus facile en fait quand on n'est pas affecté émotionnellement. Mais c'est vrai que des fois on est vraiment choqué mais même on va arrêter même dans les débats. Hein. À chaque fois je rentre, je me refais le débat mais 1000 fois, quoi. Des fois je me lève le matin, je fais j'aurais dû dire ça. Et c'est vraiment oui, parce qu'en fait on n'a jamais la réponse exacte. Et quand on est heurté émotionnellement, en fait on est évidemment ça coupe court en fait à la réflexion telle qu'elle se produit quand on est calme, quoi. Donc bien sûr, ça c'est de toute façon on n'est pas infaillible. Je pense qu'il faut aussi être indulgent vers soi-même. Hein. Il faut vraiment qu'on soit gentil avec nous parce que la société ne l'est pas. Donc il faut qu'on se dise ok. Enfin, je veux dire, on peut pas être comme ça tout le temps, super pertinent, efficace, avoir la bonne réponse quand on subit une agression. En fait, quand t'es agressé, généralement t'as pas forcément la force en fait pour tout simplement opposer une réponse qui soit vraiment efficace. Donc vraiment soyons indulgents avec nous-mêmes. Essayons d'être alliés quand quelqu'un d'autre est agressé, de réagir à sa place ou en tout cas en soutien parce que cette personne ne peut pas forcément le faire, mais vraiment l'indulgence avec nous c'est le début, je pense. Hein. Et je voudrais aussi dire que donc sur 80 épisodes, ça nous est aussi arrivé de faire des erreurs. Et donc moi je me souviens très très bien, il y a 2 épisodes dans lesquels j'ai fait des erreurs à la fois factuels, donc historiques, et des propos qui ont été validistes. Et donc on a travaillé aussi parce qu'on n'est pas infaillible. Nous-mêmes, on est voilà, on peut sur une discussion de 45 minutes penser quelque chose et en fait dire autre chose. Et c'est, je pense que l'indulgence, elle doit aussi s'appliquer ici, c'est-à-dire que de reconnaître là où on a failli parce que oui, t'avais pas fait son taf correctement à ce moment-là, et donc il faut dire pardon et il faut dire. Il faut apprendre de ça et ne pas et ne pas faire tout ce qu'on voit déjà dehors, la justification, la minimisation, le déni, tout ce contre quoi déjà on parle dans le podcast et de ne pas, de nous grandir quant à ça. Et donc ça s'est très bien passé. Enfin, je veux dire, les gens en plus nous l'ont dit avec bienveillance. Enfin, c'est pas la bienveillance, c'est avec ils ont été à la fois exigeants et ils l'ont fait de manière constructive, c'est-à-dire que ça nous a permis à nous de nous relever de ça. Et donc ça aussi c'est important de ne pas s'astreindre à une perfection inatteignable. Et bravo pour ton travail sur Jeans. Écoutez Jeans. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être là. Merci pour votre soutien depuis le début. Merci à toutes les personnes qui écoutent le podcast, qui ont lu qui lisent le livre. Merci à tout ce que vous faites parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui font des choses incroyables. Ouais. Donc n'hésitez pas à demander à l'autre personne, aux personnes qui sont là ce qu'elles font parce que je pense que on n'est pas à l'abri de se faire des gros potes. Merci à Binge Audio d'avoir permis à ce podcast d'exister. Ouais. Merci à First de nous avoir coédité avec Binge Audio, à nos éditrices qui sont là aussi, qui nous ont accompagnés, qui ont cru aussi dans ce livre. Évidemment, merci au Bar à Bulles de nous avoir reçus. Merci en particulier à Edouard qui est venu vers nous et qui nous a proposé cette carte blanche qui nous permet de vous accueillir aujourd'hui. Donc on est et merci pour la force que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.